Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Bienvenue à notre jeudi qualité de Mivado Global Performance. Vous êtes tous les bienvenus à notre séance d'information sur les bonnes pratiques de fabrication. Aujourd'hui, jeudi 9 avril 2026, nous sommes encore au rendez-vous pour vous parler donc des bonnes pratiques de fabrication et de ses sous-bassements, ses impacts sur le monde pharmaceutique, surtout en Afrique. Donc aujourd'hui, nous allons vous entretenir sur la production des médicaments essentiels. Nous allons voir ce que c'est que les médicaments essentiels et comment on peut améliorer leur production. Pour aller de l'avant, nous allons d'abord décliner nos responsabilités et vis-à-vis donc de cette information, vous n'êtes pas sans savoir que le webinaire d'aujourd'hui ou les webinaires de jeudi qualité sont sous la responsabilité de Mivado Global Performance et que Mivado Global Performance détient tous les droits d'auteur sur le contenu et le contenant, les diapos, les vidéos que nous mettons à votre disposition. Donc, si vous avez des questions par rapport à l'utilisation de nos matériels, bien vouloir nous joindre au www.mivado.com ou alors mivado@mivado.com. Cela étant dit, en quoi consiste Mivado Global Performance? Mivado Global Performance est un cabinet de conseil en gestion, en sciences et en technologie. Donc, nous intervenons au niveau des bonnes pratiques de fabrication comme des consultants et nous donnons des conseils à cet effet. Nous intervenons aussi au niveau de la bonne pratique de fabrication, au niveau de la bonne pratique de gestion, au niveau de la bonne pratique de performance, au niveau de l'ingénierie, du développement de produits, du développement de procédés, de l'amélioration de procédés, de l'intelligence artificielle, de la transformation numérique, etc. Donc, nous avons un vaste domaine qui nous sont favorables et que nous intervenons pour supporter les entreprises vis-à-vis donc des bonnes pratiques de fabrication et les entreprises pour améliorer leur performance opérationnelle. Donc, je vous laisse avec ce court extrait de vidéo pour vous résumer en quelques lignes ce que nous faisons chez Mivado Global Performance, un cabinet de conseil en sciences et technologies, en gestion et en génie chimique. Jouissant d'une réputation de qualité et d'une approche dédiée, nous offrons des portfolios de services exceptionnels, des solutions sur mesure et un soutien à la clientèle remarquable pour le marché des sciences de la vie. Contactez-nous dès aujourd'hui pour optimiser vos performances et atteindre l'excellence. Donc voilà ce que nous avons prédit. Donc c'est vraiment un court extrait de ce que c'est que Mivado Global Performance. Évidemment, si vous voulez avoir plus d'informations sur nos activités, nos formations, etc., eh bien vouloir se référer donc à notre site internet www.mivado.com. Nous allons maintenant parler donc de quelques activités de formation que nous organisons de temps en temps pour aller plus en détail donc des connaissances que nous partageons sur le web et grâce à notre activité de jeudi qualité. Nous vous proposons aujourd'hui la formation sur l'utilisation et la réglementation des excipients dans les médicaments. Ici, il s'agit de voir, à part les principes actifs qui sont les vecteurs ou qui sont des éléments chimiques qui vont aller agir sur les symptômes. Il y a d'autres éléments qui rentrent dans la composition donc, et dans la fabrication des médicaments. On les appelle les excipients. Donc, c'est quoi leur rôle? C'est quoi leur
quels sont leurs apports au niveau fonctionnel sur la fabrication ou le développement des médicaments. C'est ce que nous allons voir à travers cette formation, un webinaire qui aura lieu le 29 avril 2026 sur Zoom avec inscription obligatoire. Une autre formation que nous voulons vous proposer, c'est un atelier de formation sur les bonnes pratiques de fabrication, les affaires réglementaires et le système qualité dans l'espace UMOA. Donc ici, nous allons parcourir tout ce que c'est que les bonnes pratiques de fabrication de la zone UMOA et aussi les systèmes qualité qui vont avec. Cette formation aura lieu le 4 mai 2026 sur Zoom en visioconférence sur inscription obligatoire. Nous avons aussi une troisième formation qui aura lieu le 5 mai 2026 sur les nouvelles lignes directrices des produits de santé naturelle, le guide 0158 version 4 des produits de santé naturelle de Santé Canada. Donc cette formation aura lieu bien sûr le 5 mai 2026 sur visioconférence sur Zoom, inscription obligatoire. Ne pas oublier que l'ensemble de nos activités de formation se trouve sur notre site web également, www.mivado.com, dans la rubrique webinaire ou alors formation, atelier. Donc, vous allez voir toutes nos formations avec les dates et la programmation, le détail donc du contenu des activités. Ils sont présents. Donc, voilà. Merci. Ce qui nous amène à les droits au but. Aujourd'hui, nous voulons vous parler donc des médicaments essentiels et comment améliorer les procédés de fabrication pour un accès équitable. En fait, nous allons parler de comment améliorer la production pour garantir une distribution juste en Afrique. Donc, lors de cette présentation, nous allons découvrir comment améliorer l'accès équitable aux médicaments essentiels. Cet accès équitable qui nécessite donc de moderniser les procédés de fabrication tout en renforçant les bonnes pratiques de fabrication, en relocalisant, n'est-ce pas, la production pour diversifier l'approvisionnement et en adoptant des technologies, je dirais, écologiques qui s'arriment avec la nature, donc d'éco-conception. Comprendre comment les transferts de technologies et la production locale sont des leviers clés pour garantir la disponibilité donc, des médicaments essentiels. Donc tout ça sera fait à travers ce que nous vous proposons comme agenda, le menu. Donc d'abord, nous allons définir quelques termes. Donc, on va passer par la définition et importance des médicaments essentiels en Afrique. Qu'est-ce que c'est? Ensuite, nous allons parler donc des défis d'accès et de distribution des médicaments essentiels. Suivra l'optimisation des procédés de fabrication pharmaceutique, les stratégies pour un accès équitable aux médicaments et enfin, nous allons terminer par les stratégies ou les perspectives plutôt d'avenir et peut-être des petites recommandations qui vont nous servir donc pour la route. Donc voilà en quelque sorte le menu que je vous propose aujourd'hui de suivre et ça nous permettra de comprendre déjà quels sont les défis qui sont liés aux médicaments essentiels en Afrique. Alors, le premier volet, c'est la définition, l'importance des médicaments essentiels en Afrique. Vous n'êtes pas sans savoir que
Selon l'OMS, le concept des médicaments essentiels euh, réside donc au niveau des principaux besoins de santé en Afrique et ce qui a un impact sur la santé de la population. Ok, donc nous allons voir aussi c'est quoi l'impact des médicaments essentiels sur la santé publique, en d'autres termes. Quand on parle donc de concept des médicaments essentiels selon l'OMS, il faut d'abord parler donc de ce que c'est que les, que les médicaments essentiels. Qu'est-ce qu'on regroupe dans cette terminologie médicaments essentiels? Ensuite, nous allons parler donc des disponibilités et accessibilité de ces médicaments. Viendra ensuite l'adaptation aux besoins sanitaires. Vous n'êtes pas sans savoir que les médicaments essentiels répondent spécifiquement aux besoins prioritaires de santé publique selon l'OMS et ces médicaments doivent être toujours disponibles, d'où leur nom médicaments essentiels. Donc, ça répond aux besoins prioritaires et ils sont toujours disponibles. Vous voyez où je vais en venir. Donc, si vous êtes producteur ou si vous voulez vous lancer dans la production des médicaments, que ce soit en Afrique, en Asie, en Europe, vous devez avoir en esprit que il y a des médicaments qui sont essentiels, qui sont toujours disponibles. Quelle que soit la situation, ces médicaments sont toujours disponibles et répondent à un besoin prioritaire de santé publique. Donc, vous devez aller focaliser vos productions, sinon vos recherches, sinon vos productions sur ces médicaments-là. Ensuite vient ce que nous appelons la disponibilité et l'accessibilité. Okay. Ces médicaments doivent être disponibles en quantité suffisante. On dit bien en quantité suffisante. S'il y a 10 millions de personnes dans votre pays, il faut compter le triple, sinon le quadruple de ce chiffre-là en médicaments. C'est ça, ça veut dire. Donc, on doit avoir ces médicaments en suffisance. En général, ce sont des médicaments qui vont se prendre 2 fois par jour, 3 fois par jour. Alors, si vous faites un traitement, on a besoin de 30 jours, vous imaginez le nombre de pilules qu'on va consommer. Et sur une population de 10 000 habitants, de 100 000 ou de 1 million d'habitants, donc c'est énorme comme quantité de médicaments qui doit être disponible selon les besoins prioritaires qui ont été définis par l'OMS. Donc, cette accessibilité ou cette disponibilité doit passer aussi par des prix abordables dans les systèmes de santé. Donc, non seulement les médicaments doivent être disponibles, mais doivent être disponibles à un prix abordable que les populations doivent se le permettre. OK? Et il doit être capable de s'en en procurer. Les populations doivent être capables de s'en en procurer. OK? Donc, c'est ce que ça veut dire. Ensuite vient l'adaptation aux besoins sanitaires. Évidemment, la liste des médicaments essentiels va inclure désormais les traitements pour maladies infectieuses, les maladies chroniques et la santé maternelle. On doit pouvoir l'adapter aussi aux réalités africaines. Vous voyez, c'est sûr qu'il y a des maladies en Afrique qui ne se trouvent pas ailleurs et pour ça, nous devons développer des médicaments pour répondre à ces maladies-là. Donc, si c'est quelque chose de prioritaire et d'essentiel. Donc, l'Organisation mondiale de la santé définit les médicaments essentiels comme ceux qui répondent aux besoins prioritaires de santé publique. Ces médicaments doivent être disponibles en permanence dans un système de santé en quantité suffisante à des prix abordables. Donc, cette liste va évoluer selon le pays, va évoluer selon les moments et va inclure des traitements pour des maladies infectieuses, chroniques et la santé maternelle, reflétant ainsi l'adaptation aux réalités sanitaires des pays, en l'occurrence de l'Afrique. Pour aller plus loin, nous allons parler donc des principaux besoins de santé, surtout en Afrique. Ici, on sait que
au niveau des besoins de santé, il y a ce que nous appelons les maladies infectieuses majeures. Ces maladies infectieuses majeures qui est constituée en grande partie par le VIH et le sida, le paludisme et la tuberculose restent les causes principales donc des maladies infectieuses en Afrique subsaharienne. OK? Donc, aussi dans les principaux besoins de santé, on va parler donc de l'augmentation des maladies non transmissibles. Il s'agit donc des maladies comme le diabète, l'hypertension, qui sont en hausse, ajoutant à cela une charge importante au système de santé africain. Ensuite vient l'importance de l'accès aux médicaments. Donc, il faut comprendre que l'accès aux médicaments essentiels est vital pour lutter efficacement contre ces maladies et ainsi améliorer la santé publique. Veut pas, aujourd'hui, toute la population mondiale, je dirais, a des maladies, quel que soit leur niveau de santé. Nous avons le sida, le VIH qui sévit toujours. C'est vrai qu'on a des médicaments, même des vaccins par rapport à cela. On a le palu, on a la tuberculose, mais aussi d'autres maladies comme le diabète, l'hypertension, qui ne laissent pas les gens, qui ne sont pas du reste, j'allais dire, et aussi l'accès. Donc tout cela combiné va créer un besoin essentiel au niveau de la santé et de, euh, oui, de la santé donc de la population. En jouant sur ce tableau, n'est-ce pas, on voit que tous les besoins dont on parle aujourd'hui, les principaux besoins, euh, vont se consacrer sur ces maladies-là, d'où, n'est-ce pas, la disponibilité des médicaments dont on parle, donc des médicaments dits essentiels. Lorsqu'on va parler donc des médicaments essentiels sur la santé, on devra plutôt questionner quels sont leurs impacts sur la santé publique. Est-ce qu'on adopte plutôt une politique efficace au niveau donc des médicaments essentiels? L'impact direct qu'on voit, c'est la réduction de la mortalité infantile. Parce que l'accès aux médicaments essentiels va permettre de réduire significativement la mortalité chez les enfants dans le monde. Ok, ça c'est quelque chose de palpable qu'on voit. Ensuite, on va parler donc de la lutte contre le paludisme. Évidemment, les médicaments essentiels sont par nature, donc par définition, euh, essentiels, donc disponibles en grande quantité et à un prix réduit. Et ces médicaments vont réduire le taux de mortalité lié au paludisme grâce à un traitement efficace et accessible. Vous voyez? Donc, un autre impact que nous avons aussi soulevé, c'est la gestion des maladies chroniques. Évidemment, l'amélioration de l'accès aux médicaments essentiels aide à mieux gérer les maladies chroniques pour une meilleure qualité de vie. Et pour terminer enfin, une meilleure gestion donc des médicaments essentiels va passer par un programme de vaccination et de la mise en disposition des antiviraux. C'est très essentiel parce que les programmes de vaccination et la distribution d'antiviraux vont augmenter, n'est-ce pas, l'espérance de vie et réduire le fardeau des maladies dans ces pays-là. Donc, c'est très important de bien gérer nos médicaments essentiels et d'adopter des programmes qui vont avec afin de soulager la population et de s'assurer que la santé publique soit des meilleures. Donc, l'accès amélioré aux médicaments essentiels va démontrer une réduction significative de la mortalité infantile, des taux de mortalité liés au paludisme et une meilleure gestion des maladies chroniques. Le programme élargi de vaccination et la distribution d'antirétroviraux
sont des exemples où l'impact des médicaments essentiels a permis d'augmenter l'espérance de vie et de diminuer le fardeau des maladies. Maintenant, nous allons parler donc des défis d'accès et de distribution des médicaments essentiels. Évidemment, nous sommes en Afrique, donc il dit Afrique dit manque d'infrastructures, des défis en énergie, des défis en eau et des défis en, voilà, en tout ce que vous voulez. Donc, c'est essentiel de parler donc des barrières économiques et logistiques, des contraintes réglementaires et qualité des médicaments, la qualité douteuse des médicaments aussi. On va parler aussi des inégalités géographiques et sociales. Tout cela va contribuer euh, à ce que nous appelons des défis au niveau de la distribution des médicaments essentiels. N'oubliez pas que nous avons déjà un live de Jeudi Qualité qui parle donc des défis au niveau du développement pharmaceutique. On a parlé de le long en large au niveau donc de ce live-là. Donc, je vais le mettre dans les commentaires, dans la description de cette vidéo pour pouvoir vous amener à le à réécouter cette vidéo-là, ce live de Jeudi Qualité, afin de prendre connaissance, plus d'ample connaissance sur les défis au niveau des infrastructures lorsqu'on parle du développement pharmaceutique en Afrique. Évidemment, un des défis dont on va parler le plus souvent, c'est plutôt le coût élevé, hein. Donc, le coût élevé donc, des médicaments, à quoi cela est dû? En général, le prix élevé des médicaments constitue une barrière majeure limitant l'accès aux soins dans les zones rurales défavorisées. On va citer aussi des infrastructures de transport qui sont faibles. En effet, l'insuffisance des infrastructures de transport dans les régions rurales va terriblement compliquer la distribution efficace des médicaments essentiels. Imaginez euh, l'état des routes, l'état des pistes qui sont désastreux des fois et que les véhicules ne peuvent pas passer, les véhicules de secours non plus ne pouvaient pas passer. Donc cela veut dire que la population n'est pas desservie, ce qui va avoir un impact direct sur la chaîne d'approvisionnement qui sera fragmentée évidemment. Les chaînes d'approvisionnement fragmentées entraînent des retards fréquents et des pertes importantes de stocks médicaux. C'est normal que les médicaments ne se rendent pas à la destination voulue. Donc, le coût élevé des médicaments, conjugué à une faible infrastructure de transport dans de nombreuses régions rurales, va limiter l'accessibilité des médicaments. Selon une étude de la Banque mondiale, jusqu'à 50% donc, des établissements de santé ruraux, en Afrique notamment, manquent régulièrement de stocks essentiels. De plus, les chaînes d'approvisionnement sont souvent fragmentées, augmentant les détails, pas les détails, mais augmentant les délais et le gaspillage donc, de ces médicaments-là. Vous voyez, donc c'est c'est pas facile d'acheminer des médicaments dans les zones rurales. Mais par contre, le Rwanda s'est démarqué à ce niveau en mettant en place des drones qui vont aller de village en village pour distribuer les médicaments. Voilà un pays qui utilise les nouvelles technologies pour pallier donc à ce manque d'infrastructures et à ce défi de relier les zones rurales les unes par rapport aux autres grâce à cette nouvelle technologie des drones. Au lieu que les drones servent à faire la guerre, voilà, on utilise les drones pour des besoins sanitaires, pour desservir les zones avec les médicaments essentiels.
Évidemment, lorsqu'on parle donc des médicaments essentiels, il est toujours important de se référer donc à des contraintes réglementaires et de qualité des médicaments. C'est pas aussi facile que ça. On a vu dans plusieurs lives ici qu'en Afrique, nous avons 54 pays et les 54 pays ne peuvent pas tous mettre des réglementations en place pour les fabricants ou les industriels en pharmaceutique. Ça devient trop lourd et trop coûteux. C'est vrai que l'Afrique a fait un effort de mettre en place une zone euh, libre d'échange, évidemment la ZLECAf, comme on l'appelle. Euh, mais bon, il faut que les pays ratifient cet accord pour que le marché soit global et qu'on ait véritablement une zone libre, une zone économique de libre échange intercontinental. Donc, ça va venir. C'est vrai qu'il y a certains pays qui ont ratifié, mais pas tous, et qu'il constitue un grand marché commun qui sera à la disposition donc de la plupart des marchandises qui sont fabriquées sur place et qui vont être mis sur le marché sur le continent. Donc, il faut comprendre que la diversité des cadres réglementaires rend difficile, n'est-ce pas, ou alors complique sérieusement l'homologation rapide des médicaments sur le continent, parce que qui dit 54 pays, dit 54 réglementations, dit 54 homologations. Mais c'est sûr que aujourd'hui, la plupart des zones économiques ou les zones, certains pays se sont regroupés, donc cela favorise les sous-régions qui vont développer des réglementations communes. Je cite l'Afrique centrale ou alors l'Afrique de l'Ouest, qui va mettre en place son organisation ouest-africaine donc de la santé, OAS, qui va essayer de réglementer donc l'homologation des médicaments et la conformité de ces médicaments-là. C'est sûr que c'est un début, mais c'est un début qui est louable. Nous avons aussi le contrôle des médicaments qui est qui n'est pas très soutenu, c'est vrai. On n'a pas beaucoup de laboratoires de contrôle sur le continent. C'est vrai qu'on a des laboratoires d'analyse qui sont euh, gouvernementaux, des laboratoires. Mais bon, on a besoin quand même de multiplier ce genre de laboratoire pour pouvoir couvrir l'ensemble donc des 97% des molécules qui sont importées sur le continent. Donc, la qualité des médicaments est souvent compromise en raison de contrôles insuffisants dans dans certaines régions africaines. Nous avons aussi la lutte contre les médicaments falsifiés. Évidemment, près de 10% des médicaments dans certaines régions, dans certains pays, sont contrefaits, mettant en danger la santé de la population. Donc, le cadre réglementaire varié à travers les pays africains va engendrer des défis en matière d'homologation rapide, de contrôle qualité et de lutte contre les médicaments falsifiés. Selon l'OMS, près de 10% des médicaments en circulation dans certaines régions sont contrefaits, ce qui compromet la sécurité et l'efficacité des médicaments. C'est vrai que lorsqu'on parle de la santé publique et de l'accessibilité des médicaments essentiels, il y a toujours question à se poser vis-à-vis des inégalités géographiques et sociales. Donc, nous connaissons un écart entre zones urbaines et rurales. Nous avons aussi les inégalités qui sont d'ordre socio-économique. Il faut comprendre que les disparités entre zones urbaines et zones rurales
ainsi que les inégalités socio-économiques créent des écarts significatifs dans l'accès aux médicaments. Par exemple, moins de 40% des populations rurales ont accès régulièrement aux services pharmaceutiques, contre plus de 70% en milieu urbain. La population marginalisée, comme les femmes et les enfants, sont particulièrement affectés. C'est une réalité. Okay. Donc, il y a à prendre en considération. Lorsqu'on parle de ces réalités, de ces difficultés, on peut se poser la question comment allons-nous optimiser les procédés de fabrication pharmaceutique pour pouvoir atténuer les souffrances de la population, justement. Donc, ici, nous allons aborder les techniques modernes de fabrication et innovation, l'adaptation donc des procédés à l'environnement africain, le renforcement donc des capacités locales et transfert de technologies. Lorsqu'on parle donc de techniques modernes de fabrication et d'innovation, il faut comprendre que c'est l'adoption donc de ces technologies telles que la pharmacotechnologie de précision, la production continue et les systèmes automatisés qui vont permettre d'améliorer la qualité et la rapidité donc de la production. Ces innovations réduisent les coûts utilitaires et les coûts unitaires aussi. Donc, vont favoriser ce que nous appelons la flexibilité dans les volumes produits et minimiser les pertes. De plus, l'utilisation des matières premières locales peut stabiliser l'approvisionnement. Vous allez voir que nous avons déjà parlé dans un live ici des matières premières locales, donc d'origine africaine, qu'on peut développer et utiliser donc pour la fabrication des médicaments sur place. C'est essentiel, cela permet de réduire l'impact de l'importation sur la chaîne des valeurs de la production pharmaceutique africaine. Il y a aussi tout l'aspect d'adaptation des procédés à l'environnement africain. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en Afrique, on a beaucoup de contraintes au niveau énergétique. Nous avons aussi un climat rude qui a besoin des équipements robustes et une maintenance planifiée. Et à cela s'ajoute la production modulaire flexible qui peut être une technologie innovante à utiliser. Donc tout cela combiné nous permet de dire que les procédés doivent être intégrés de façon considérable. OK. Donc, on peut citer les contraintes énergétiques, la disponibilité des matières premières et la formulation technique limitée à cet effet. Donc, des solutions comme la production modulaire, les équipements robustes à maintenance planifiée et l'utilisation d'énergie renouvelable sont particulièrement adaptés pour garantir la durabilité en Afrique. C'est important de penser à cela et de s'ajuster au fur et à mesure, d'aller chercher ces nouvelles technologies-là pour réduire l'écart au niveau de la production et de l'autosuffisance sanitaire, j'allais dire. Donc, c'est très, très, très important de veiller à ce que on adopte des procédés innovants. Il ne s'agit pas de reconstruire la roue, mais de prendre ce qu'il y a, ce qui existe déjà, et de l'améliorer. Ensuite, on sera aussi amené à renforcer des capacités locales et de transfert de technologies. En effet, cela va passer par une formation professionnelle locale, des partenariats techniques et un impact économique local.
C'est sûr que ce sont des choses que j'avais élaborées la semaine dernière au niveau de l'innovation donc dans la fabrication pharmaceutique. Mais ici, c'est par rapport aux médicaments essentiels et que ces médicaments essentiels ont besoin d'être disponibles en abondance partout où le besoin se fait sentir et il doit être produit ou il doit être distribué à un coût moindre. Donc, il doit être accessible à toutes les bourses. C'est pour dire que le développement de compétences locales via la formation professionnelle, les partenariats avec les instituts techniques et le transfert de technologies vont concourir à une plus grande autonomie au niveau du développement et de la production pharmaceutique. Le renforcement des capacités contribue aussi également à sécuriser la qualité et à réduire la dépendance aux exportations. On l'a vu la semaine dernière, plus de 97% des médicaments sont importés sur le continent. Donc, lorsqu'on va adopter toute la formation professionnelle, les partenariats, les instituts techniques et les transferts de technologie, cela va sécuriser la qualité et réduire la dépendance aux importations, ce qui stimulera, n'est-ce pas, l'économie locale, selon des rapports de la Banque africaine de développement. Dans ce cas, quelle serait la stratégie pour un accès équitable aux médicaments selon vous? Évidemment, il faut mettre en place des partenariats publics-privés. C'est peut-être une bonne chose finalement. Ou alors mettre en place des initiatives internationales. Ça peut être aussi des politiques de prix et des subventions. Nous pouvons aussi mettre en place des rôles. On peut aussi donner un rôle aux pharmaciens, un rôle à jouer, aux professionnels de la santé, aux étudiants, au niveau de la sensibilisation aussi par rapport à ces médicaments essentiels. C'est important de faire ce cheminement, cette mobilisation, car le partenariat public-privé et les initiatives internationales découlent donc de la mobilisation des ressources, du partage des compétences et des programmes internationaux efficaces. Donc, sans ces éléments, il sera très difficile d'offrir un partenariat public-privé. Les partenariats entre gouvernements, ONG, organisations internationales et secteur privé favorisent quand même la mobilisation donc des ressources, le partage des compétences et l'harmonisation des efforts. Les programmes comme des Global Fund et Gavi donc de l'OMS ont permis de couvrir des millions de patients, illustrant l'efficacité de ces alliances dans l'accès aux médicaments essentiels. Mais ce qui est sûr, l'Afrique ne doit pas compter toujours sur ces actions de bienfaisance. Il faut que l'Afrique se réveille et produise ces médicaments, ce qui sera essentiel et ce qui va réduire donc l'inégalité au niveau des zones rurales. Donc, qui dit production pharmaceutique en grande quantité dit réduction de la charge au niveau de la santé publique, puisque les médicaments seront disponibles en tout temps. Pour ce faire, on a besoin d'avoir en place des politiques et des prix abordables au niveau des médicaments. Ça peut aller aussi à des subventions. Mais ce qui est sûr, mettre en place des politiques tarifaires adaptées sera une très bonne chose. Si en plus de ça, on a des subventions ciblées, c'est ce qu'on veut. Et aussi au niveau de nos États, peut-être penser à mettre ensemble nos efforts pour pouvoir faire des achats groupés
ce qui permettra de négocier, d'avoir un poids au niveau de la négociation de meilleurs prix et d'améliorer donc la disponibilité des traitements. Donc, la mise en place de ces politiques tarifaires adaptées, qui va inclure des subventions ciblées et des mécanismes d'achat regroupés, vont réduire significativement le coût final pour les patients. Par exemple, des subventions sur les antirétroviraux ont augmenté leur accessibilité de plus de 50% dans plusieurs pays africains selon la Banque mondiale. Évidemment, puisque les pays africains n'ont pas des mesures, enfin, n'ont pas des mécanismes de mesure de ces programmes, mais la Banque mondiale peut nous dire tout ce qu'elle veut, hein. Est-ce que c'est 50% en réalité, ou plus de 50%, ou moins de 50%, personne ne sait. Mais bon, eux, ils doivent justifier leur action. Donc, ils mettent un chiffre à l'appui. C'est un indicateur de performance, je ne sais pas, mais c'est quand même un indicateur. On sait que 50% dans plusieurs pays ont bénéficié donc des subventions des antirétroviraux. Donc, et ça a soulagé ces pays-là, la population de ces pays. Donc, il est important aussi de penser à cela et de veiller à ce que ces programmes soient toujours d'activité et que nous-mêmes, à la fin de la journée, nous puissions contribuer en faisant notre effort de production pharmaceutique. Dans tout ça, quel est le rôle donc des pharmaciens, des professionnels, étudiants dans la sensibilisation? En effet, plusieurs axes s'offrent à eux. D'abord, il y a l'éducation sanitaire, ensuite la promotion et l'adhésion au traitement, vient ensuite la lutte contre les faux médicaments et enfin l'implication des étudiants en pharmacie. Évidemment, les pharmaciens jouent déjà un rôle essentiel, hein, central même, dans l'éducation sanitaire, dans la promotion et l'adhésion au traitement et la lutte contre les faux médicaments. Mais est-ce que c'est suffisant? On va voir que leur formation continue, ainsi que l'implication des étudiants en pharmacie, dynamise, n'est-ce pas, la sensibilisation communautaire, améliorant ainsi la demande et l'utilisation correcte des médicaments essentiels. C'est quand même un pas. Si tout le monde peut faire ça, on économiserait beaucoup. C'est sûr que malgré tout ce qu'on vient de décrire, il y a quand même un espoir. Donc, ce qui nous permettra d'aborder les perspectives d'avenir, n'est-ce pas? Pour parler des perspectives d'avenir, on doit parler donc du développement durable et innovation locale, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, on va parler donc de l'intégration des nouvelles technologies et digitalisation. Et enfin, l'engagement communautaire et implication des parties prenantes. Au premier chef, on va parler du développement durable et innovation locale. Donc, cela va s'arrimer autour de 3 points. D'abord, les procédés écologiques en pharmaceutique. Ensuite, la valorisation des ressources locales. Et enfin, l'innovation locale en santé. Qu'est-ce qu'on veut dire par là? On veut dire que l'utilisation des procédés écologiques va réduire l'impact environnemental et la production des médicaments. Que la valorisation des ressources locales va optimiser les matériaux et soutenir l'économie régionale. Et enfin, les start-up et laboratoires africains vont développer des solutions adaptées aux besoins régionaux de santé. Donc tout cela combiné va permettre la réduction des déchets et la valorisation des ressources locales.
C'est vrai que l'innovation locale, notamment via les startups et laboratoires africains, est le levier clé pour adresser les spécificités régionales et assurer la résilience des systèmes de santé. Nous allons aussi voir que ça va nous prendre de l'intégration des nouvelles technologies et la digitalisation. Évidemment, la digitalisation des chaînes d'approvisionnement sera très cruciale. Je l'ai dit déjà dans un live précédent qu'on ne doit pas non seulement rattraper le train, mais on doit dépasser le train. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde de données, de digitalisation, de transformation numérique, etc., de l'IA. Donc, nous devons passer directement à ces nouvelles technologies pour permettre à une traçabilité accrue donc des médicaments pour pouvoir lutter contre les faux médicaments ou les médicaments falsifiés. Aujourd'hui aussi, on peut mettre en place la télémédecine qui est applicable de façon mobile. Donc, si on peut, avec les drones, distribuer les médicaments dans les zones rurales lointaines, on peut aussi faire la télémédecine avec ces zones rurales. Il suffit de mettre des antennes de relais au niveau de la télécommunication pour pouvoir permettre cette technologie de pénétrer à l'intérieur des terres pour pouvoir réaliser la télémédecine. Enfin, c'est quoi l'impact pour l'Afrique? On a vu qu'il y a des projets pilotes en Afrique de l'Est qui ont démontré que cette technologie réduise, n'est-ce pas, les pertes et optimise la distribution des médicaments. C'est vrai que la digitalisation des chaînes d'approvisionnement et la télémédecine et les applications mobiles vont faciliter la traçabilité des médicaments, la surveillance des stocks et l'accès à l'information médicale. Ces technologies peuvent aussi réduire les pertes et améliorer la distribution comme il a été démontré par des projets pilotes en Afrique de l'Est. Évidemment, tout cela doit se faire grâce à un engagement communautaire et une implication des parties prenantes. S'il n'y a pas ça, tout projet sera vain parce que s'il n'y a pas de porteur de ballon, s'il n'y a pas de volontaires, des engagements, des gens qui s'impliquent dans cet idéal de projet, c'est pour ça que nous allons faire appel donc à la participation des communautés locales. Donc l'implication de ces communautés locales dans la planification va garantir que les programmes répondent aux besoins réels donc, des populations concernées, ce qui va également permettre de créer un certain confort, une certaine zone de confiance donc, entre la population et puis les autres parties prenantes. Cela veut dire que les initiatives communautaires vont favoriser la confiance et l'acceptation des programmes, améliorant ainsi l'utilisation correcte des médicaments essentiels. On va aussi, dans la foulée, faire la réduction des disparités. Évidemment, l'engagement des parties prenantes contribue à réduire les inégalités d'accès aux médicaments essentiels dans des diverses populations. Donc, c'est essentiel de penser à cela. Donc, on arrive tout doucement donc, au terme de notre jeu de qualité pour dire que les médicaments essentiels sont cruciaux pour améliorer donc, la santé publique et sauver des vies en Afrique. Ensuite, comme défi d'accès à et la distribution, il faut penser que l'accès équitable
est entravé par des défis majeurs dans la distribution et la disponibilité des médicaments en Afrique. En 3, l'innovation et la collaboration. C'est vrai que l'optimisation, l'innovation locale et la collaboration sont des essentiels pour garantir un accès durable aux médicaments. En 4, il est crucial de pousser l'engagement des communautés locales car cet engagement est vital pour un impact durable sur la santé publique africaine. Ce sont les 4 éléments que nous avons retenus durant ce live et que nous voulons que vous reteniez. C'est essentiel. Donc, pour conclure, je dirais que cette présentation a mis en lumière l'importance cruciale des médicaments essentiels pour la santé publique en Afrique, tout en soulignant les défis majeurs d'accès et de distribution. L'optimisation des procédés de fabrication, combinée à des stratégies innovantes et une collaboration renforcée, est essentielle pour garantir un accès équitable. L'avenir repose sur l'innovation locale, le transfert de technologies et l'engagement communautaire pour un impact durable. Donc, voilà ce que nous voulons partager avec vous aujourd'hui au niveau des médicaments essentiels. Comment améliorer la production des médicaments en Afrique. Ça nous a fait plaisir de vous entretenir là-dessus. N'oubliez pas que si vous avez des questions ou des commentaires, vous pouvez nous les adresser sur www.mivado.com ou alors mivado@mivado.com. Vous avez aussi nos différentes plateformes YouTube, TikTok, Facebook, X, Instagram. Nous sommes présents sur la plupart des plateformes communes là. Donc, vous pouvez toujours nous laisser vos commentaires, ça nous ferait plaisir de vous répondre. Et aussi, n'oubliez pas de liker nos vidéos et de vous abonner pour être tout le temps informé de nos publications. Sur ce, je vous dis merci et à très bientôt. À la semaine prochaine.